Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Les femmes toujours sur le pont pour faire un débriefing de l'actualité. Merci de recevoir avec moi nos invités du jour. Journaliste à TV5 Monde, c'est Sylvie Brébant. Bonjour Sylvie. Bonjour Lady. Merci d'être venue nous parler d'Ethérienne. C'est le site que l'on peut retrouver sur TV5 pour pouvoir parler de l'actualité des femmes dans le monde. Absolument. Et je suis ravie de vous recevoir Karine Oriot. Bonjour. Bonjour Lady. Journaliste à Canal 2 International. Merci d'avoir accepté de venir parler avec nous des femmes, de toutes les femmes de l'actualité. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais que nous commencions par quelques sujets que l'on voit sur le site d'Ethérienne. C'est les motos, c'est au Pakistan. Alors Sylvie. Ouais, les motos et les camions d'ailleurs, et les taxis en fait. Hein. Oula. C'est donc des Pakistanaises qui, alors on connaît bien la chanson de Brigitte Bardot, hein, sur sa Harley Davidson, je n'ai besoin de personne. Et donc les Pakistanaises, eh ben, elles font pareil. Alors la question du transport, elle est cruciale pour l'autonomisation des femmes, pour leur émancipation, comme on dit, parce qu'il faut qu'elles soient en sécurité. Alors sur une moto, ça va, parce qu'on est tout seul sur sa moto. Et quand on est tout seul, parce que nous on a quelques images. Oui, voilà, normalement elles sont derrière. C'est toute voilà. la famille. Oui. C'est toute la famille, oui, comme on voit souvent ça. Donc là, il y en a quelques-unes, des pionnières, et elles espèrent faire des émules qui commencent à aller en moto. Il y a aussi des femmes qui conduisent des poids lourds. Ça aussi, c'est vraiment très très nouveau. Il y en a 2 ou 3, c'est pas beaucoup au Pakistan. Et puis elles ont mis en place aussi. Alors il y a eu une chauffeur de taxi, c'était la première. Pas une chauffeuse. Non, parce que voilà, c'est pour ça qu'on dit chauffeur en eux. Donc elle était avec son taxi. C'est pareil. Alors à chaque fois on voit que ce sont des femmes qui s'y sont mises parce qu'elles sont devenues veuves. Donc elles ont eu la charge de leur famille. Et il a fallu qu'elles trouvent. C'était pas des vocations. Et surtout personne pour les empêcher de le faire. Exactement, heureusement, voilà. Et donc, il y a maintenant aussi des taxis roses pour pouvoir transporter, pour que les femmes se sentent en sécurité. En fait, ça existe aussi au Mexique, hein, ça existe dans d'autres pays. Alors, c'est toujours ambivalent. On se dit, ce serait mieux qu'on puisse prendre tous les mêmes transports. C'est pareil en Inde, hein, ça a été mis en place. Bon, parce qu'on sait que dans les transports en commun, on se sent souvent en insécurité. Alors, Karine Oriot, vos réactions à cela, est-ce que le fait que les femmes aillent à moto, c'est un signe quelconque de liberté, d'épanouissement? Comment percevez-vous les choses? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je pense que la question de l'indépendance, n'est-ce pas, pour ces femmes-là, et puis surtout, elles se sentent un peu libres. Et puis je pense qu'une femme au volant, même si c'est une moto, même si c'est un poids lourd, a une autre approche. C'est-à-dire que ce que les hommes ne comprennent pas, évidemment, donc a une autre approche. Donc c'est une vraie révolution, et je pense qu'effectivement, après, la question de la sécurité de ces femmes-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient sensibilisées parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents causés par les motos. J'ai cru que vous alliez dire par les femmes. Non. J'ai eu peur 30 secondes. Et puis justement, le fait qu'elles prennent justement ou le volant, hein, voilà, qu'elles prennent le volant, le guidon, justement, ça va tordre le cou justement à cette pensée qui fait croire que les femmes ne sont pas bonnes au volant. Au contraire, je pense que c'est plutôt très bien. Après, maintenant, il faut les sensibiliser sur les risques, n'est-ce pas? Vous parliez, vous dites, simplement le geste de se mettre sur une moto comme moyen d'émancipation. Il y a aussi le vélo. On a participé l'année dernière à toute une réunion sur le vélo et notamment les femmes à vélo dans des pays où elles n'avaient pas le droit d'aller à vélo, où elles en avaient peu, etc. Et alors, il y a eu une chose extraordinaire, c'est que quand elles sont montées sur des vélos, il a fallu qu'elles changent de vêtements. Parce que souvent, en mini-jupe, c'est un peu compliqué. Ou en mini-jupe, ou avec des grandes robes, etc., c'est compliqué. Et le fait de mettre des vêtements adaptés au vélo, il y avait une Ougandaise qui racontait ça, c'était sensationnel. Comment, d'ailleurs maintenant elle est universitaire, etc., comment ça avait changé son état d'esprit et comment ça l'avait amené à faire des études supérieures, des machins, etc. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Car un vêtement adapté au vélo, à la moto, au cheval, s'appelle un pantalon, hein, c'est un vêtement d'homme. Non, mais c'est intéressant parce que, souvenez-vous, dans l'imaginaire collectif à l'époque, il y a, je sais pas, 50 ans, peut-être même encore 30 ans, faire du vélo, c'était, n'est-ce pas, il fallait pas faire du vélo quand on était pucelle, par exemple. Enfin, donc on est en train de, finalement, la société est en train de changer, et je pense on pense encore aujourd'hui que les femmes n'ont pas accès, effectivement, à un certain, n'ont pas accès à cette intelligence-là, et puis faire du vélo.
il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le transport, il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on revendique à travers le vélo, à travers la moto, à travers les poids lourds. Donc je pense qu'il faudrait que ça se généralise sur la planète. On parlait du pantalon, je rappelle quand même qu'en France, c'est seulement en 2012 qu'un texte de loi qui, c'est vrai, n'était plus appliqué, a été aboli. Ah mais il était quand même là, quand c'est écrit, c'est écrit. Voilà, exactement. Nous étions donc tous des transgresseuses. Ah là là. Alors, nous allons parler de la violence en l'endroit des hommes. Surprise, hein, on entend toujours parler de violences faites aux femmes dans Lady vous écoute, mais il se trouve qu'il est des hommes qui sont victimes de violences. Le problème est que s'ils ne sont pas plus nombreux que cela à en attester, à témoigner, comment voulez-vous qu'on puisse seulement penser à une telle chose? Karine, est-ce que vous le saviez, vous, qu'il y a des hommes battus? Oui, je sais qu'il y en a, mais il n'y en a pas autant que les femmes. Ceci étant, il ne faut pas minimiser, n'est-ce pas, la violence à l'envers des hommes. Voilà, je pense que pour l'instant, il y a encore un écart, un énorme écart. Il faut déjà travailler là-dessus, il faut éduquer les hommes, les femmes. Pour l'instant, si je m'en tiens aux chiffres, je pense que les femmes sont quand même les victimes qu'il faut secourir. Oui, ça ne doit pas être un sujet tabou. Et ça, effectivement, il faut en parler quand ça existe. Mais bon, si on regarde simplement en France, par exemple, hein, les chiffres des morts dans les violences conjugales. Pour les femmes, c'est à peu près 1 jour sur 3 qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon. Pour les hommes, c'est 1 jour sur 15. Bon, ça fait quand même une différence. C'est pas bien, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais bon, ça fait quand même... Là, c'est une réalité. Ce n'est pas des plaintes, c'est juste une réalité. Donc, mais il ne faut pas non plus que ce soit tabou. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur la violence des femmes dans l'histoire. Il y a des figures de femmes qui se sont montrées extrêmement violentes. Bon, on se souvient à l'époque de Gilles de Rais, de cette marquise qui se baignait dans le sang de jeunes vierges pour que ça la fortifie. Donc, il y a eu des histoires comme ça de femmes violentes. Et il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, il faut en parler, mais il ne faut pas non plus le surévaluer. Il ne faudrait pas que ça fasse oublier la violence contre les femmes. Comme nous sommes objectifs, n'est-ce pas, nous en parlons, vous le voyez, nous parlons de la violence faite aux hommes. Alors on pourrait quand même s'interroger sur, d'après vous, pourquoi les femmes deviennent-elles bourreaux ? Alors ça, je ne saurais répondre. C'est-à-dire que c'est pareil, ces hommes qui violentent leur conjointe, je ne saurais répondre. Il n'y a pas de réponse pour moi à la violence, n'a aucune réponse, n'est-ce pas, intelligente. Après, Je pense que c'est souvent dans des contextes de violence aussi, quand ça se développe, on va dire. Je parlais de Gilles de Rais, bon, c'était un contexte de violence en Europe absolument terrible, de guerre sanguinaire, etc. Aujourd'hui, on parle, par exemple, de la violence de certaines femmes qui travaillent avec l'État islamique. Et c'est aussi dans un contexte de violence incroyable. Donc, elles n'échappent pas à ces violences ambiantes. Bon, elles y échappent plus, un peu, on pourrait dire, que les hommes qui, eux, sont cultivés, souvent même par leur éducation, dans de la violence. Mais voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'explication. Il y a des facteurs sociaux, individuels, psychologiques, enfin, tout, quoi. Alors, souvent, les hommes disent « Oh, mais elle m'a poussée, elle m'a bien cherché, elle m'a poussée ». Peut-on penser que les femmes qui frappent les hommes, c'est en réaction à l'attitude de ces hommes-là ? Oui, mais enfin, ça ne justifie pas. Hein, je n'ai pas dit qu'on justifiait, on se posait juste une question. Oui, c'est-à-dire qu'avant tu me cherches, tu me trouves. Voilà, avant qu'on communique beaucoup sur les violences conjugales, effectivement, il y a des hommes ou des femmes. Pour moi, ce sont des lieux communs. C'est-à-dire que des hommes qui disaient « Oui, mais cette femme, elle aime être battue, donc c'est normal en fait qu'elle subisse les coups. Au contraire, je montre mon autorité. » Maintenant, non, c'est pas du tout. Ça n'ajoute en rien le charisme d'un homme. Au contraire. Donc bon. Il y a des personnes, qu'elles soient femmes ou hommes, qui ne savent pas s'exprimer autrement que par des coups, peut-être, hein, aussi. Oui. Bon, alors, nous allons quand même faire un petit crochet par quelque chose que nous avions déjà abordé, c'est le harcèlement. Et Karine, vous vouliez revenir sur ce point. Alors, le harcèlement sexuel, en l'endroit des femmes, cette fois-ci. Oui, tout à fait. Alors, moi, je trouvais que c'était important dans la fonction de journaliste, c'est-à-dire que quand on rencontre des personnalités... Ou des femmes publiques, effectivement. Oui. Il y a une ministre dont je tairai le nom qui m'a raconté qu'elle était en voyage et qu'elle allait rencontrer justement un président sur le continent et que celui-ci lui a dégrafé son soutien-gorge. Il est habile, ce monsieur. Voilà, donc elle l'a crié, mais elle m'a dit que j'étais obligée d'éviter en fait qu'il y ait une crise diplomatique entre la France et le pays en question.
Bon, voilà, c'est un exemple. Les femmes journalistes sont également pareilles, c'est-à-dire qu'elles sont confrontées à la même situation. Vous allez demander une interview, on vous dit rendez-vous dans ma chambre d'hôtel. Donc c'est problématique, c'est-à-dire que je pense qu'il faut passer par l'éducation des femmes et des hommes dès le plus jeune âge. Leur faire comprendre qu'une femme n'est pas une chose comme ça qu'on peut effectivement tripoter dans tous les sens. Non, je pense que les codes, le respect, je pense qu'il faut que ce soit... Mais important qu'on insiste là-dessus, en tout cas sur le point éducatif. Sylvie. Je pense que, alors je peux être que d'accord avec ça, c'est l'évidence qu'il faut éduquer. Ce qui est très très compliqué dans nos sociétés aujourd'hui, pour l'éducation, c'est que d'un côté, on peut éduquer, on peut dire, voilà, vous faites attention, c'est pas comme ça, etc. Mais en même temps, on est dans une société dont l'image sont sans arrêt hyper sexualisées, où les femmes sont quand même très souvent dans les publicités, dans la consommation, même dans certains films, hyper érotisés, hyper sexualisés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire croire à des jeunes que c'est ce qu'on dit à l'école ou ailleurs qui doit être bien et pas ce qu'on voit. Ça, je trouve que c'est très, très compliqué. Comment changer de paradigme? Voilà, exactement. Oui, c'est sûr que là-dessus, il y a une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, les modes de communication ne sont plus les mêmes. Et effectivement, le nu apparaît dans les publicités comme étant une banalité. Donc, cependant, je pense qu'il faut quand même insister. C'est-à-dire que, voilà, avec tous les cas qu'on a eus dans les transports en commun, sur nos lieux de travail, voilà, la question se pose à tous les niveaux, bien sûr. Voilà, monsieur, quand une femme dit non, ça n'est pas oui, tout simplement, il faut être clair. Nous allons parler de Daesh, Sylvie. Il y a donc sur Internet, pas sur Internet seulement, mais oui, sur Internet, cette vidéo qui a été faite en Angleterre par des femmes syriennes pour décourager celles des jeunes filles, des femmes, des personnes qui voudraient s'engager pour aller en Syrie. Oui, alors elle a été faite à l'initiative du gouvernement britannique. Avant de voir ces femmes syriennes, on voit d'abord une femme, d'ailleurs, une gradée de la police anglaise, qui explique pourquoi est-ce qu'ils sont allés demander à des femmes syriennes de dire aux jeunes femmes, ou moins jeunes, mais enfin c'est surtout des jeunes femmes, de ne pas partir en Syrie, de ne pas rejoindre les rangs de l'État islamique. Alors c'est assez surprenant parce que en fait, ce sont des femmes qui, elles, ne sont pas jeunes, dans la vidéo, qui parlent, et elles ne disent pas qu'il ne faut pas y aller parce que c'est horrible l'État islamique, parce que voilà, etc., parce que ça fait beaucoup de malheur et tout. Elles disent il ne faut pas y aller. Elles ont des arguments de femmes à des femmes, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment efficace, puisque c'est des très jeunes femmes. Bon, alors on sait qu'il y en a qui partent avec leurs enfants, mais elles leur disent, voilà, ne partez pas, n'emmenez pas vos enfants là-bas, parce que pour vos enfants, ça va être terrible, c'est horrible. Nous, on a fui, ce sont des réfugiés, nous, on a fui notre pays, parce que c'est pas vivable, etc. Je dois dire, j'ai été assez surprise par cette vidéo. Et pensez-vous que ce soit efficace? Eh bien, je me demande, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si sur une jeune fille de 15 ans, parce qu'il y a eu des cas en Angleterre qui ont été en plus ultra médiatisés, de très jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes qui sont parties, qui en plus étaient souvent des filles brillantes sur le plan scolaire, où les familles n'ont absolument rien vu. Et est-ce que ce genre d'argument peut porter sur ces jeunes femmes qui, elles, sont dans des univers de vidéos, d'Internet, etc. Franchement, j'en sais rien. Bon. Peut-être c'est mieux que rien. Karine. Moi, je pense qu'effectivement, c'est là où l'Angleterre, effectivement, a une longueur d'avance, parce que faire une vidéo déjà pour essayer de décourager et puis donner la parole aux femmes, je trouve que c'est un signal fort, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, on est tous touchés par le terrorisme, le départ de nos enfants et tout ça, ça nous concerne tous. Donc donner la parole aux femmes, je trouve que c'est un signal qui est assez intéressant. Maintenant, en termes d'efficacité, vous l'avez souligné, la vidéo reste quand même virale. Et donc, on peut espérer effectivement que ça sensibilise certains enfants et puis certaines mamans aussi. Donc,
Je trouve que c'est une bonne initiative. Pour moi, voilà, je salue l'initiative. Alors ici, il y a eu une campagne aussi, vidéo, mais c'était des parents. C'était les parents de jeunes qui étaient partis, qui leur disaient de ne pas partir. Bon, on ne sait pas, de toute façon, moi je me dis, si ça marche pas, bon, bah tant pis, mais si ça peut marcher un peu, tant mieux, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'on voit bien que nos États sont désemparés. Parce que sur la question du terrorisme, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse précise, effectivement. Les États sont désemparés, les familles surtout sont désemparées et on n'est jamais trop mobilisé, on n'est jamais trop mis au courant, on n'est jamais trop, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Quel est votre modèle de femme, Sylvie? Quel est mon modèle de femme? Là, comme ça, j'en ai plein. Et question subsidiaire, quel a été votre modèle de femme dans le temps et aujourd'hui? Moi, je sais pas. Quand j'étais jeune, j'étais fascinée par Angela Davis, comme beaucoup. Par la coupe ou non, je plaisante évidemment. Je sais pas. C'était une femme intelligente, belle, révolutionnaire. Qu'est-ce que vous voulez? Elle avait tout pour elle. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec le temps, ça a changé? Je trouve que c'est toujours... Je l'ai vue l'année dernière. C'est la même, vous gardez le même modèle. Ah ouais, elle reste quand même assez chouette comme modèle. Bon, alors, vous disiez, Karine, qu'il y aurait pénurie aujourd'hui de modèles de femmes. Pourquoi, comment? Alors, moi, je trouve que pénurie, non, mais je trouve qu'on ne... En tout cas, dans la diaspora africaine, on est un peu, de temps en temps, on est un peu aveugle. Il y a des icônes qui existent, des femmes qui font des choses formidables, que ce soit sur le terrain ou de façon publique. Mais là, vous parlez de toutes les femmes, c'est juste pas possible. Non, se lever à 3 h du matin, le bébé sur le dos, le bois sur la tête, c'est déjà une icône, il n'y a rien à faire. Mais bien sûr, mais pour moi, c'est déjà ça, parce qu'aujourd'hui, les revendications, quand on est à des conférences et que les personnes vous disent « oui, mais on n'identifie pas aujourd'hui quelles sont les Africaines issues de la diaspora », vous, Lady, vous êtes une icône. Non. Je veux dire, c'est que... On coupe, pas Lady. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement des combats encore qu'on n'a pas menés. On a évoqué des sujets qui sont tout à fait intéressants. Il y a des femmes qui font des choses bien sur le terrain. Moi, j'en connais une qui n'est peut-être pas connue, qui n'est pas people, tout ce qu'on veut, mais qui est une femme formidable, qui va en Afrique pour aider les jeunes femmes à coder. C'est une femme informaticienne qui est arrivée en France, qui ne parlait pas un mot de français et qui s'est battue toute seule maintenant, qui est en Angleterre. Donc, cette Sénégalaise, elle est formidable. Il y en a des femmes comme ça, il y en a pléthore. Donc, je pense que c'est à nous de valoriser nos icônes de façon simple, sans chercher forcément... les États-Unis, c'est très bien aussi, je ne dis pas ça, mais ça existe. Mais alors, tout le monde dans son entourage familial le plus proche a toujours une tata, une marraine, une personne formidable. Faut-il que cette personne soit une femme publique, d'ailleurs ? Non, c'est vrai que c'est très important. Moi, je dirais aussi que pour les filles, les pères on joue un rôle très important. Quand vous parlez avec des femmes d'une certaine génération, mais je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, comment elles se sont émancipées, vous vous rendez compte aussi que les pères ont joué un rôle très important parce qu'ils ont poussé aussi vers ça. Donc, il ne faut pas seulement les femmes, il faut aussi les hommes dans certains cas, même si on n'a pas envie que les hommes nous enlèvent notre combat dans certains cas. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va ensemble. Moi, justement, dans Terrienne, on n'arrête pas de donner la parole à ces femmes dont vous parlez, à ces nouveaux modèles qui font des tas de choses. En particulier en Afrique, on a consacré beaucoup de portraits. Mais pour revenir aux États-Unis, par exemple, on voit Emma Watson, là. Elle vient de lancer de nouveau un site, une bibliothèque féministe sur Internet. Bon, le premier livre qu'elle propose, c'est justement celui d'une afro-américaine. C'est quand même, voilà, il y a des femmes formidables. Il y en a plein. Toutes les femmes sont formidables. Cherchez bien. Alors, est-ce que cela vous interroge que le modèle de Sylvie ait été Angela Davis, une femme noire ? Parce que là, tel que vous présentiez la chose, c'est nous n'avons pas nos icônes. Non, pourtant, le modèle, c'est un modèle. Oui, alors moi, je fais très attention parce que justement, je pense qu'il ne faut pas tomber justement dans un clivage noir-blanc de couleurs. Ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où on se construit à travers des modèles, c'est plutôt très intéressant. Non, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les revendications, c'est que ça nous divise. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, maintenant, on dit oui, mais toi, tu n'es pas complètement africaine parce que c'est des faux débats. Je pense que les icônes sont là, effectivement, à nous de
de les valoriser et à nous, effectivement, d'aller vers des modèles qui sont peut-être communautaires, mais qui vont nous donner des informations sur nos racines et au contraire, on sera très bien dans nos bottes. Pour moi, voilà. Alors, justement, sur l'icône, est-ce que l'icône, c'est la personne que l'on voit en photo? Nous avons, nous, Michelle Obama, on a choisi Alec Wek, mannequin, Michelle Obama qu'on ne présente plus. Et, je viens de penser à quelque chose que je vous raconterai quand même, on est là pour ça. Michelle Obama qu'on ne présente plus et Angela Davis. Mais au-delà de la personne sublimissime que l'on peut voir et qui nous donne des complexes, bien sûr, on n'arrive pas à être aussi lumineuse. Est-ce que ce n'est que la plastique? Est-ce que l'icône, ce ne sont pas les actes de la personne, les engagements? Bien sûr. Mais en même temps, moi, je dirais, bon, il nous faut des modèles, mais il faut aussi, pour les femmes, qu'on soit aussi reconnus, parfois pour notre incompétence. Enfin, moi, je pense toujours à cette phrase de Françoise Giroud qui disait on arrivera à l'égalité quand on mettra à des postes de haut niveau des femmes incompétentes comme on met des hommes incompétents, en fait. Oui, voilà. bien sûr. Donc, parce que ça met aussi un peu la pression, quoi. C'est vrai que moi, je suis d'une génération où il fallait se battre pour faire son trou. Et ce serait bien. Moi, j'attends l'époque où les femmes n'auront plus à se battre, à montrer qu'elles sont mieux, à montrer qu'elles sont plus formidables, à faire mieux, etc. quoi, en fait. Mais je rejoins parfaitement ce que vient de dire Sylvie, parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut aussi se construire à travers des hommes. Moi, j'ai été élevée entièrement par un homme, par exemple, qui était... et ça ne m'a pas manqué de ne pas avoir de femme ou de ne pas m'identifier. Et donc, pour moi... Quand on me pose la question, je dis toujours que c'est lui, en fait, qui est mon icône, parce qu'il était travailleur et il disait que tu sois une femme, un homme, tu dois travailler au même titre que tout le monde. Donc, je pense que c'est important. Après, aujourd'hui, en tant que femme, on continue de poser la question. Quand vous êtes chef d'entreprise, on continue de vous dire, est-ce que vous dirigez comme un homme? Est-ce que vous managez comme un homme? Alors qu'on ne demanderait pas à un homme, est-ce qu'il dirige comme une femme? Donc, les préjugés ont quand même la vie dure encore et il faudrait que nous, les femmes, effectivement, on arrive à se battre. Nous retenons de cela que le modèle n'est pas forcément une personne qui nous ressemble, voilà, ni en genre, ni en sexe, ni en quoi que ce soit. On a le droit à la petite histoire. Donc, Barack Obama et sa chère et tendre épouse décident d'aller dans un restaurant normal, classique et tout. Bon, il y a quand même quelques gardes du corps déguisés en clients dans le restaurant. Et le patron du restaurant dit aux gardes du corps qu'il voudrait parler seul à Madame Obama. Donc, les gardes du corps arrangent cela et il lui parle. Et quand elle revient s'asseoir, son époux lui demande de quoi s'agit-il. Et elle lui dit « Ah, quand j'étais jeune, c'était un prétendant. » Et son mari lui dit « Ah, tu aurais donc été la tenancière de ce restaurant si tu l'avais épousé. » Ce à quoi elle répond « Non, il serait devenu président de la République. » Ah, c'est mignon. C'est pas joli, c'est dans les dit vous écoutez. Il faut toujours nous écouter, nous aussi. Alors, on va finir sur un point. C'est la stérilité. On va partir au Bénin où on entend dire, alors quand je dis le Bénin, je ne voudrais pas de stigmatisation, c'est un peu partout, la réalité c'est cela. Lorsqu'une femme est stérile, bien sûr, on entend dire c'est à cause d'elle seule seulement. Oui, moi je dirais que c'est le sujet tabou parmi les sujets tabous, c'est-à-dire comme c'est les femmes qui produisent les enfants, donc évidemment quand il ne peut pas y avoir d'enfants, on l'accuse d'abord elle, et c'est pas qu'au Bénin, hein. Ça a été, je pense, dans toutes les sociétés, toutes les cultures. Je partage tout à fait votre avis. Regardez en France, même dans les centres où effectivement on traite de la stérilité, il n'y a pas de place pour les hommes. C'est-à-dire que c'est un fait nouveau. C'est depuis 10 ans qu'on voit les hommes accompagner les dames dans les centres de stérilité. Les hommes ne venaient pas. C'est-à-dire que ça ne concernait, même si la stérilité était masculine. Ils venaient accompagner leur épouse. Tout à fait. Donc vous voyez que les mentalités, en fait, effectivement, quels que soient les continents, ça reste toujours la femme qui est désignée comme étant la seule coupable. Parce que c'est elle qui porte l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, c'est encore sa faute. Exactement. Bon, alors peut-être qu'il faudrait revenir sur un point aussi, parce que madame n'a donc pas d'enfant, monsieur va prendre une deuxième, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième épouse, jusqu'à temps qu'il y ait d'enfants, sauf qu'il n'y a pas forcément d'enfants, ou quand il y en a, peut-être il y a quelqu'un qui leur a donné un petit coup de main. Oui, enfin bon, je pense que ça changera parce que les lois sur l'héritage, c'était vrai, ça concernait aussi tout le monde, tous les pays, toutes les sociétés, tous les continents, parce qu'il y avait ces lois sur l'héritage où les femmes pouvaient pas hériter, il fallait qu'il y ait un héritier. Alors même après, bon, pour la continuation, la poursuite, j'imagine que ça va finir par changer, ça. Ça va nous prendre du temps. Et d'aucunes, alors chez les femmes, on va quand même, à la décharge des hommes, les femmes disent
solennellement à leur mari, je n'arrive pas à avoir d'enfant, écoute, je vais trouver une amie, une copine, une sœur, une cousine pour arranger ça. Mais ça existe, c'est-à-dire que dans certaines sociétés africaines, d'ailleurs où la culture du secret est très très forte, on apprend qu'effectivement il y en avait un conjoint qui ne pouvait pas, et puis c'est le frère qui est venu dans le lit conjugal, et puis ça a donné de formidables enfants. Ça existe déjà dans nos sociétés, c'est-à-dire que, et ça n'a rien de choquant d'ailleurs, parce que toutes les familles sont au courant et se disent, bon, nous, ce qu'on veut, c'est des enfants. Donc après, on trouve des arrangements. On ne veut pas savoir où, que, quoi, quand, comment. Si c'est monsieur qui est stérile, eh ben, elles peuvent aussi aller voir ailleurs, sans le lui dire. C'est arrangé. Ou alors, on vous confie un bébé, par exemple. Nous allons terminer un peu moins d'une minute sur un article qu'il y a aussi sur Terrienne, c'est sur la dépigmentation, Sylvie, la dépigmentation de la peau. Alors nous, pour illustrer cela, pour une fois, nous avons mis une photo d'homme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui s'en mêlent. Voulez-vous nous parler de cela brièvement? C'est pas en Afrique, c'est en Thaïlande. Oui. Donc, mais c'est partout. Moi, je pense que partout, malheureusement, les femmes sont les meilleures ennemies d'elles-mêmes pour se faire du mal, pour se conformer à des normes, etc. L'histoire, bon, c'est pareil en France, par exemple, au XVIIIe siècle, il fallait que les femmes soient blanches, toutes blanches, il fallait qu'elles soient ceci, cela. Bon, alors maintenant, c'est en Thaïlande, mais c'est avec des risques extraordinaires pour la santé. Alors depuis, ça a été interdit, mais n'empêche que les femmes essayent quand même de se procurer tout ça. Ça, c'est vraiment terrible. Soyez comme vous avez envie d'être, et puis c'est tout. Vous avez le mot de la fin sur ce sujet, Mais justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on pense souvent que la dépigmentation concerne essentiellement l'Afrique. Les premières consommatrices, c'est l'Asie. Donc c'est assez important. Et puis ça rejoint ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en termes d'icônes, quelles sont les icônes? Et puis surtout au niveau de l'éducation, parce que cette histoire de beauté, plus on est blanche et mieux c'est, bon, sans commentaire. Voilà, si l'icône change de couleur en chemin, vous n'êtes pas obligé de suivre le processus aussi. J'étais ravie de vous recevoir, merci beaucoup. Vous retrouverez la majorité de ces articles sur le site des Terriennes. Merci à vous, Sylvie Brément. Merci à vous, Karine. Alors, où peut-on vous voir et à quelle heure? Alors, tous les samedis à 16h30 sur Canal 2 International. Voilà qui est dit. Au revoir.